So, moving on. Passons à notre prochain sujet de discussion aujourd'hui, la Corée du Sud. Avec l'intérêt marqué de l'Occident collectif pour la démocratie géorgienne, on pourrait penser que la démocratie prospérait dans la sphère d'intérêt américaine. Si c'était le cas, vous auriez probablement été très surpris d'apprendre que le président de la Corée du Sud, M. Yoon Suk-yeol, a déclaré la loi martiale la semaine dernière. Cela m'a pris par surprise. Je ne sais pas pour vous. This took me by surprise. I don't know about you, Pascal. Last week was crazy. Last week was La semaine dernière a été folle. La semaine dernière, c'était, vous savez, celle-ci, la Syrie, les manifestations en Géorgie. Il y avait tellement de choses qui se passaient, qui avaient en quelque sorte, vous savez, certains précurseurs, surtout la Syrie et la Géorgie, bien sûr. Mais celle-ci est sortie de nulle part, et elles ont toutes explosé plus ou moins en même temps. La Corée a une histoire de problèmes avec ses présidents. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux finissent soit morts, soit en prison. Mais celle-ci était un tel, je dirais, mouvement stupide qu'on doit vraiment se demander comment ils pensaient que cela se passerait. Bien que nous parlerons probablement de la façon dont cela s'est développé, car si cela n'avait pas été résolu si rapidement, cela aurait pu prendre une autre tournure. Mais d'accord, discutons-en. Yeah, it's just one of those stories that you see. Ouais, c'est juste une de ces histoires que tu vois et tu te dis quoi? Il a fait quoi? Eh bien, tu sais, ça défie un peu la logique. Mais je pense que peut-être la meilleure explication pour cela, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'idée du point ivre ou de la politique du maître ivre. Donc, il y a cet art martial chinois, appelé le point ivre, qui consiste à donner l'impression d'être complètement ivre, absolument saoul, titubant et se balançant, mais en réalité, avoir un très bon équilibre et être très bien positionné pour pouvoir porter un coup de grâce surprise juste quand ton adversaire s'y attend le moins. Et je pense que Trump a souvent été cité comme un maître ivre de la politique, de même que Boris Johnson, Nigel Farage en Grande-Bretagne. Et on verra que Yoon Suk-yeol appartient aussi à cette sorte d'école populiste du maître ivre. Mais je pense que la leçon ici est que peut-être parfois, les maîtres ivres de la politique ne sont que de simples ivrognes, car cela semble être une manœuvre complètement autodestructrice. Et nous allons aborder ce qui s'est passé et pourquoi il a pu le faire dans les prochaines minutes. Donc à 22h27, heure coréenne, mardi dernier, des soldats, des policiers et des forces spéciales ont pris le contrôle d'une grande partie de Séoul et ont tenté de sécuriser les bâtiments du Parlement, y compris la Commission nationale des élections. Dans les images, vous pouvez voir des choses comme des hélicoptères atterrissant sur des terrains de futsal à Séoul. Vous pouvez voir des manifestations massives de Coréens descendant dans la rue pour protester à juste titre contre cette véritable tentative de prise de contrôle de leur démocratie. Et vous ne vous attendez pas à voir des scènes comme celle-ci dans votre bâtiment parlementaire. Ce n'est pas le signe d'une démocratie où les choses vont bien, n'est-ce pas? Non, c'est le genre d'image que si elle venait des États-Unis, vous savez qu'ils en parleraient pendant 4, 5, 6, 7 ans et l'appelleraient un coup d'État. Mais ici, les États-Unis sont restés étrangement silencieux lorsque cela s'est produit. Oui, absolument. Vous pouviez voir des scènes comme celle-ci. Il y avait une citation de Blinken, mais je pense, pour être honnête, que le département d'État américain a probablement été aussi surpris que tout le monde, parce que ce n'est pas le genre de choses que l'on s'attend à voir se produire. Évidemment, le président essayait de garder tout aussi secret que possible, même s'il y avait des voix au Parlement coréen disant qu'il allait déclarer la loi martiale. Faites attention, les gars, environ 3 mois avant. Je ne croirais probablement pas ces politiciens non plus, parce que cela semble tellement invraisemblable, mais peut-être pas assez invraisemblable. Donc oui, l'annonce a conduit à des manifestations de masse dans les rues de Séoul et d'autres villes.
Il y avait un quorum de sénateurs qui ont forcé physiquement leur entrée dans le bâtiment du Parlement, l'Assemblée nationale, pour révoquer la loi martiale. Et avant la fin de la nuit, le président Yoon avait mis fin à la loi martiale. Je pense que c'était vers 5h30 du matin, donc environ 7 heures au total. Fou. Crazy. Je pense que c'est... Désolé, continuez. Carry on. Even his own party didn't. Même son propre parti n'a pas soutenu cette initiative. Il semble qu'ils étaient divisés moitié-moitié, probablement entre un cercle intérieur et un cercle extérieur. Le pays connaît maintenant des grèves généralisées dans plusieurs secteurs, réclamant sa démission. L'Assemblée nationale a tenté de le destituer, mais a échoué il y a quelques jours. Le vote n'est pas passé. Et oui, donc je pense que nous devons donner un peu plus de contexte sur ce qu'est la Corée du Sud en tant que pays, pour essayer de comprendre comment un pays de l'OCDE, apparemment très prospère, en est arrivé à une tentative de coup d'État. Un coup d'État par son propre président, ce qui est vraiment, je pense, peut-être pas inédit, mais j'ai du mal à trouver un exemple. Il existe un terme pour ce type de coup d'État. Je ne me souviens pas comment ça s'appelle. Ce n'est pas un coup d'État de transition ou un coup d'État de porte tournante, mais il y a un type particulier de coup d'État où un président en exercice tente de le faire. Cela s'est produit plusieurs fois. Je pense même qu'en remontant à 1860 en France, la transition de Louis-Napoléon à Napoléon III, on pourrait dire, était ce genre de coup d'État. Mais il y a de nombreux exemples de cela. Et cela semble être la progression logique pour un politicien à succès. Et la Corée du Sud a également ses propres précédents. Je pense qu'un des faits vraiment importants de cette nuit-là est que ces législateurs, 190 d'entre eux, ont réussi à forcer leur retour au Parlement. La raison pour laquelle le président, juste après avoir déclaré la loi martiale, a ordonné à son armée d'encercler le bâtiment du Parlement est que selon la Constitution de la Corée, le seul organe politique capable d'annuler un décret de loi martiale est le Parlement, n'est-ce pas? Donc, il a en fait essayé d'empêcher les personnes ayant le pouvoir de le faire de se réunir. Heureusement, ils ont échoué, et ces personnes ont pu briser les fenêtres et entrer de toute façon et faire fonctionner tout le système informatique. N'est-ce pas? And actually get the entire IT working, right? They recorded it and they broadcasted it, how the gavel went down on the... Ils l'ont enregistré et diffusé. Comment le marteau est tombé sur la résolution, sur l'acte qui annulerait cette décision. Ce qui signifiait alors qu'à ce moment-là, la légitimité démocratique, ou la légitimité que vous avez le président a le pouvoir de déclarer la loi martiale, mais le Parlement peut l'annuler. Et en permettant au Parlement de faire cela, c'était essentiellement, maintenant, un acte illégal, n'est-ce pas? Et il semble qu'à ce moment-là, le type a décidé, d'accord, je vais me retirer. J'ai un peu perdu la course pour verrouiller les choses. Et au-delà de ça, je suis d'accord. Ainsi, le Parlement a le seul pouvoir de jure d'arrêter la loi martiale. Mais je ne pense pas que le peuple sud-coréen se serait arrêté au de jure. Je pense qu'ils auraient protesté longtemps et vigoureusement et qu'ils l'auraient renversé, mais peut-être de manière plus violente et plus sanglante que ce qui s'est réellement passé. Donc, je pense que probablement, pas mal de vies ont pu être sauvées par le fait que le Parlement se soit levé au milieu de la nuit pour prendre d'assaut son propre bâtiment parlementaire et abroger cette loi. Oui, non, mais l'apparence est très très importante, n'est-ce pas? Si le président avait pu dire, par exemple, « J'ai fait tout ce qui était possible dans le cadre de la Constitution », il lui aurait été beaucoup plus facile d'obtenir le soutien de, disons, l'Europe et les États-Unis, en transmettant le message que cela est désormais absolument nécessaire et que tout est en ordre, n'est-ce pas? C'est ordonné, pas chaotique. Et en ce moment, ces manifestants violents, vous savez, ce sont les terroristes.
Mais en permettant au Parlement de défaire de jure la décision, il a immédiatement perdu même la bataille du récit, n'est-ce pas? Pas seulement le soutien du peuple. Et je suppose que parce qu'il a attendu que cela soit terminé pour reprendre lui-même la loi martiale, cela aurait pu prendre une autre direction si ces personnes n'avaient pas pu s'introduire de force dans le bâtiment du Parlement. Oui, bien sûr. Mais je veux parler un peu de la Corée du Sud, juste pour donner une idée du pays à ceux qui ne l'ont peut-être pas suivi de près. J'ai vécu et travaillé brièvement en Corée du Sud pour une grande entreprise de smartphones qui restera anonyme. Et c'est un endroit très intéressant. As-tu passé beaucoup de temps en Corée du Sud, Pascal? Je n'ai visité que 2 fois, mais jamais assez longtemps pour dire quelque chose de substantiel sur sa société ou sa culture. Je pense donc que la véritable question est pourquoi la situation est-elle si mauvaise en Corée du Sud pour que nous ayons cette tentative de coup d'État? Et tout comme vous voyez cette image qui est restée à l'écran pendant un moment, selon toute la logique du néolibéralisme, la Corée du Sud est l'un des plus grands gagnants de l'ordre mondial américain. Comparez-la simplement au Nord, n'est-ce pas? Cela renforce votre argument. Après un XXe siècle horrifique de colonisation, de guerre, de famine, de pauvreté et de dictature, la Corée du Sud a connu le miracle sur le fleuve Han, qui a vu une croissance économique massive et l'exportation mondiale de smartphones Samsung et de voitures Hyundai. Les téléviseurs LG, etc. La Corée du Sud a réussi à dépasser le piège du revenu intermédiaire, dans lequel tant de pays tombent, et a établi un secteur de haute technologie florissant, qui est l'envie de beaucoup dans le monde. Je veux dire, si l'Europe pouvait fabriquer des smartphones, comme le fait la Corée du Sud, malgré une population 10 fois plus grande ou plus, je pense que nous serions dans une bien meilleure situation. Mais nous ne le faisons pas, et nous ne pouvons pas. La Corée du Sud a également une présence culturelle mondiale à travers des éléments comme les esports, la K-pop, les K-dramas, etc. Es-tu intéressé par la K-pop ou les K-dramas? L'un d'eux a-t-il attiré ton attention, Pascal? Jamais, mais je suis pas une personne très cultivée en général. Je ne regarde ni n'écoute beaucoup de choses. Je suis très ennuyeux devant mon petit ordinateur. Je ne dirais pas ça, mais j'admire la production culturelle. C'est beau. Oui, je pense que c'est assez impressionnant. Et j'aime toujours voir de nouveaux endroits se démarquer sur la scène mondiale avec leur production culturelle, car il y a de nouvelles perspectives et de nouvelles idées qui émergent que vous ne rencontreriez pas ailleurs. Et pendant que j'étais en Corée, même sans sous-titres, vous mettiez un drame coréen à la télévision et vous étiez captivé, même si vous compreniez environ 5% de ce qui se passait. Donc, ils sont très bien faits. Quoi qu'il en soit, malgré tout ce succès économique, pourquoi est-ce que la Corée du Sud ne semble peut-être pas être une histoire de réussite quand on y est? Et je pense que c'est un point vraiment important à souligner. Eh bien, si vous me demandez, la raison principale est le type de capitalisme d'entreprise que vous avez en Corée du Sud. Les succès de la Corée ont en grande partie profité à un petit nombre de méga-corporations familiales, des entreprises comme Samsung, qui représentent 20 à 30% du PIB total de la Corée du Sud, leur donnant un énorme pouvoir et une influence sur la société et le gouvernement. Les inégalités ont également augmenté, et cela a été porté à l'écran par des films coréens célèbres que vous avez peut-être vus, comme Snowpiercer et Parasite, le premier film étranger à remporter l'Oscar du meilleur film. L'anxiété est également à un niveau record, alors que les enfants sont contraints de bachoter pendant de longues heures pour réussir des tests standardisés, pendant ce qui semble être les 18 à 30 premières années de leur vie.
selon le niveau d'éducation auquel ils quittent le système éducatif. La hausse du coût de la vie coïncide avec une chute catastrophique du taux de natalité du pays, ce qui pourrait, selon les pires prévisions, potentiellement rendre les Sud-Coréens pratiquement éteints en 3 générations. Donc rien de tout cela ne me semble être une histoire de réussite. Nous avons ici une pyramide des âges, qui est très normale, je pense, pour les pays de l'OCDE, avec cette baisse dramatique des taux de natalité. D'après les statistiques, on peut voir que le taux de natalité absolu est descendu à environ 0,7 par femme, alors que bien sûr, le taux de remplacement est d'environ 2. C'est vraiment choquant. Saviez-vous que c'est similaire au Japon? Oui, je pense que c'est peut-être le plus bas du monde. C'est vraiment, vraiment bas. Et oui, le taux de natalité en Corée du Sud n'a pas été à 2 depuis environ 1983. Ce sont des chiffres vraiment, vraiment choquants. Cela pourrait ressembler à une petite ligne sur le graphique, mais c'est peut-être encore plus choquant que l'histoire de la loi martiale dans le grand schéma des choses. Je ne sais pas si c'est lié à cela ou non, mais la division des sexes en Corée est amère et rancunière. Les mouvements féministes extrêmes sont exceptionnellement anti-enfants et anti-hommes, tandis que la misogynie en Corée va d'un chauvinisme confucéen à l'ancienne à des comportements inquiétants de harcèlement, de traque et d'agression de la part d'hommes mal socialisés. Et vous verrez ce genre de problème partout sur les réseaux sociaux coréens. Le pays a tendance à être très matérialiste, ce qui contribue encore plus à la compétition sociale et à l'anxiété. La popularité croissante des sectes religieuses, y compris les sectes chrétiennes, semble faire peu pour saper ce matérialisme. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il peut exister une dystopie capitaliste, je pense que la Corée du Sud pourrait vous faire changer d'avis. Pourquoi est-ce que j'en parle? Eh bien, c'est en réaction à tous ces développements que le président Yoon est arrivé au pouvoir. Il a dirigé le Parti du peuple et le fait toujours. Il se présente comme une figure populiste à la Trump et il a imputé les problèmes du pays à des choses comme les excès du gauchisme, se présentant comme l'homme capable de régler les radicaux, comme les féministes, et ainsi de suite, et de restaurer le bon sens dans un pays qui, à sa manière, était devenu fou. Et bien sûr, il n'a pas réussi. Il a probablement été le politicien populiste le moins réussi à accéder au pouvoir dans un pays de l'OCDE. Et il a une concurrence sévère quand des personnalités comme Boris Johnson sont en lice contre vous. Donc oui, comme Trump, il s'est positionné avec le peuple d'une manière qui aliène amèrement l'establishment de la classe moyenne et surtout les médias. Et comme Trump, je pense que sa mauvaise compréhension et son mauvais diagnostic de nombreux problèmes de son pays n'ont abouti à aucun progrès significatif, juste à ce genre d'impasse. Je soupçonne que les problèmes sociaux de la Corée du Sud peuvent être attribués à son adoption des idées américaines sous une forme suralimentée par rapport aux autres pays de l'OCDE. Tout du capitalisme à l'anticapitalisme, du matérialisme à la politique identitaire, semble se retrouver en Corée très rapidement et sous une forme très radicale. Et je pense que c'est bien trop puissant pour qu'un seul fou dans la Maison Bleue, comme le président Yoon, puisse le démanteler. Ainsi, lors des dernières élections en 2022, le parti du président Yoon a perdu le Sénat et a perdu la Chambre par un raz de marée. Et cela l'a rendu presque complètement impuissant en tant que président depuis lors. Alors, pourquoi déclarer la loi martiale? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui a motivé cette mesure extrême? Le titre de la BBC ici, je pense, exprime ce que tout le monde pense. À quoi pensait-il? Quel est le plan ici? Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments que vous pouvez avancer ici. Mais comme vous l'avez mentionné au début de ce podcast, je pense que la nature de la politique sud-coréenne rend ce genre de choses plus probable. En Corée du Sud, de nombreux anciens présidents,
se retrouvent confrontés à des poursuites pénales après avoir quitté leurs fonctions. Les politiciens sud-coréens ont tendance à avoir beaucoup d'influence sur les tribunaux. Donc, si vous n'êtes pas au pouvoir et que vos ennemis contrôlent les tribunaux, alors vous êtes très susceptible de finir en prison ou pire, je pense. Then you're very likely to end up in prison or worse, I think. Yeah, and I mean it's quite ironic because he himself came to prominence. Oui. Et je veux dire, c'est assez ironique, parce qu'il s'est lui-même fait connaître en tant que procureur, n'est-ce pas? What was her name? En poursuivant l'ancien président, Park Geun-hye. Et bien sûr, en se présentant comme un homme fort, n'est-ce pas? Un partisan de la loi et de l'application de la loi, puis en finissant par déclarer la loi martiale, voulant être une figure encore plus forte, mais en se trompant complètement sur l'impression que cela laisse sur tout le monde, y compris son propre parti. C'est un gros problème. On everybody, including his own party, that's a pretty big deal. It is crazy, isn't it? And I think President C'est fou, n'est-ce pas? Et je pense que le président Yoon s'est fait un nombre incroyable d'ennemis, même pour un politicien sud-coréen, et même avant de déclarer la loi martiale, simplement par la façon dont il s'est présenté sur la scène politique sud-coréenne. Alors peut-être a-t-il vu l'imposition de la loi martiale comme un pari, comme un passage du Rubicon, un lancer de dés, réussir, et il devient le prochain Park Chung-hee, qui a été dictateur de la Corée du Sud pendant 17 ans, et a un héritage mitigé, comme vous pouvez bien l'imaginer, car il est souvent tenu responsable de la construction des grandes autoroutes entre Séoul et Busan, qui sont considérées comme ayant catapulté la reprise économique de la Corée du Sud. Mais il était aussi un dictateur brutal, dont l'influence principale était sa formation en tant qu'officier sous l'occupation fasciste japonaise dans les années 1930. Fascist occupation in the 1930s, so obviously a very divisive figure. Évidemment, c'est une figure très clivante. Malheureusement pour le président Yoon et les autres acteurs du grand jeu de pouvoir, les enjeux sont très élevés. Il est également important de noter que c'est la 17e fois que la loi martiale a été déclarée depuis la fondation de la République en 1948, ce qui est assez fréquent. Oui, je pense que cela vous donne une idée de ce que les dictateurs étaient avant la démocratisation de 1987. Et même si le pire semble être passé, c'est un moment effrayant pour la Corée du Sud. Le président a en fait ordonné l'arrestation de 3 dirigeants de parti, y compris le chef de son propre parti, ce qui n'est jamais bon signe. Cela ne montre pas que vous êtes un politicien qui construit un large consensus, n'est-ce pas? I'm really glad this failed. I mean, Je suis vraiment content que cela ait échoué. planning to do. Je veux dire, penser à ce qu'il prévoyait déjà de faire vous laisse vraiment avec une image très très effrayante. Et c'est pourquoi tant de gens étaient dans les rues, n'est-ce pas? C'est quelque chose que les Sud-Coréens ne veulent jamais revoir, ces dictatures. C'est souvent oublié, vous savez, parce que dans les médias internationaux, la Corée du Sud est toujours comparée à la Corée du Nord. Et on souligne toujours que la Corée du Nord est une horrible dictature, tandis que la Corée du Sud est une démocratie florissante. Et en ce moment, c'est une démocratie florissante et qui fonctionne. Mais ce n'était pas le cas avant les années 1980. Je veux dire, ces dirigeants étaient tout aussi brutaux que leurs homologues du Nord, surtout pendant et juste après la guerre de Corée. Ce sont donc des souvenirs très très sombres. Et beaucoup de personnes, dans la soixantaine et la soixante-dizaine, se souviendraient de ces jours, n'est-ce pas? In their 60s, 70s would remember those days, right? Yeah, absolutely. Oui, absolument. Je pense qu'il est également important de souligner que ce ne sont pas seulement les Coréens, mais aussi l'armée coréenne que nous devons remercier pour l'échec de cette tentative de coup d'État. En lisant entre les lignes de toutes les informations et interviews qui sortent, il semble que l'armée n'avait aucun intérêt à renverser sa propre démocratie. Ils ont traîné les pieds en se rendant à leurs emplacements assignés. Il y a des histoires de certaines unités s'arrêtant pour se reposer et manger un morceau, et ainsi de suite, à de nombreuses reprises sur le chemin de leur cible, comme la Commission nationale des élections,
afin d'empêcher une prise de pouvoir efficace. L'armée a également permis aux législateurs d'entrer. Ils n'ont pas tiré sur les manifestants, même s'ils avaient apparemment reçu des munitions réelles, selon certaines photos. Et donc oui, il est très important de noter dans des cas comme celui-ci que si vous n'avez pas la loyauté des forces de sécurité pour faire ce que vous voulez faire, alors vous risquez d'échouer. Mais s'ils avaient eu la loyauté des forces de sécurité, cela aurait pu se passer, comme vous le dites, d'une manière complètement différente. Oui, et on peut dire qu'il était extrêmement nerveux à propos de ce moment critique. Et heureusement, cela a échoué, parce que si vous vous sentez confiant à propos de décisions politiques, vous ne les prenez pas à 22h30 quand tout le monde va se coucher, n'est-ce pas? Donc je pense que l'une des surprises a probablement été que les gens ne sont pas allés se coucher pour se réveiller le lendemain matin à de nouvelles réalités. Mais que cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, et les gens l'ont prise au sérieux et sont descendus dans la rue, en fait. Et les législateurs. Je veux dire, imaginez, si j'étais un législateur en Corée du Sud, et soudain à 22h45, mon téléphone sonne, et quelqu'un me dit que je dois aller au Parlement tout de suite. La Lune a déclaré la loi martiale. Je serais vraiment... C'est vous, pas la Lune, mais oui. Oui. Désolé, j'ai dit Lune. Je voulais dire lunatique. Oui. Je veux dire, c'est un geste de lunatique. Oui, exactement. 190 d'entre eux ont réussi à revenir et l'ont fait. Je veux dire, chapeau à ces législateurs. Oui, je pense que c'est le cas. Et évidemment, des applaudissements pour la démocratie sud-coréenne et le peuple sud-coréen en général pour s'être opposés à cela et avoir empêché des absurdités de se produire. Je pense que c'est probablement le grand titre, ici. Une autre chose que je voulais mentionner dans le cadre de ce contexte est la grève des médecins coréens, ou la crise médicale coréenne, comme on l'appelle. C'est donc un autre élément important pour comprendre le contexte coréen. Les médecins coréens sont en grève et protestent depuis le début de cette année, et c'est un problème majeur. L'une des choses que le président Yoon a annoncé dans sa déclaration de loi martiale était que tous les médecins devaient retourner au travail d'ici, je pense, le 4 ou le 5. C'est toute une saga et probablement digne de son propre podcast. Comprendre comment fonctionne le système médical coréen est aussi complexe que de comprendre le système médical de n'importe quel pays, car c'est une organisation gigantesque sur laquelle des millions de personnes comptent, employant toutes sortes de spécialistes et d'équipements et ayant ses propres règles et pressions internes. Donc, je pense que le mieux que nous puissions offrir est un aperçu relativement superficiel de l'ensemble de la question. Le principal point de discorde que les médecins ont contre le président dans ce cas est que le président veut former 5000 médecins par an au lieu de 3000. Il veut presque doubler le nombre de nouveaux médecins formés. À première vue, cela ne semble pas être quelque chose qui mérite une protestation, mais c'est en examinant les détails que cela devient un peu plus flou, car la Corée a un système de santé mixte, privé-public, et c'est l'un des systèmes de santé les plus efficaces et les plus rentables de l'OCDE. C'est un cas vraiment intéressant. Le problème est que la raison pour laquelle il est si réussi et si peu coûteux est que les médecins travaillent essentiellement en heures supplémentaires tout le temps. Les médecins coréens travaillent entre 80 et 100 heures par semaine, ce qui est fou. C'est absolument fou. Ils se demandent aussi pourquoi le taux de natalité est bas alors qu'ils travaillent 80 à 100 heures par semaine. Mais c'est un autre problème. Je veux dire, vous pouvez imaginer les niveaux d'épuisement professionnel que cela entraîne. Mais alors, est-ce que ce sont les médecins qui s'opposent réellement à l'augmentation du nombre de médecins?
doctors? Oui, ils s'opposent à l'augmentation du nombre de médecins formés et ils s'opposent également à l'arrivée de nombreux médecins étrangers, ce qui serait l'autre moyen de remédier au manque de personnel. Et on pourrait penser que cela aiderait les médecins en réduisant leur charge de travail horaire. Mais je pense que l'argument des médecins est que, eh bien, ils doivent former ces personnes. Ils doivent les prendre sous leur aile. Et connaissant le fonctionnement de la société coréenne, où ce n'est pas tout à fait un système de maîtres et d'apprentis, mais où vous avez beaucoup, contrairement à l'Occident, où le patron est en quelque sorte au sommet de la pyramide, regardant tout le monde d'en haut, en Orient. Il est très souvent représenté en dessous de tout le monde, soutenant tout le monde. Et donc, il y a un type de relation très différent entre les supérieurs et les personnes qu'ils forment. Je m'attends à ce qu'il y ait des préoccupations légitimes de la part des médecins, qu'ils auront simplement une charge de travail accrue en essayant de former ces nouvelles personnes. C'est donc un argument. Mais je soupçonne aussi que cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait que les médecins sont eux-mêmes un segment de la classe moyenne supérieure de la société, qui est très diamétralement opposé au président Yoon et à toutes ses œuvres. Et on se demande combien d'influence cela joue dans toute la décision de protester si vigoureusement. Tu sais, c'est très intéressant. Je ne connais pas les arguments de l'Association des médecins coréens, mais nous avons une dynamique très similaire ici au Japon avec l'Association des infirmières. Le gouvernement japonais, il y a environ 10 ans, avait déjà l'idée d'augmenter le nombre d'infirmières parce que les infirmières travaillent jusqu'à l'épuisement. C'est très similaire, comme la pénurie d'infirmières dans tous les hôpitaux et maisons de soins. Il y a une horrible pénurie d'infirmières. Et le gouvernement japonais voulait remédier à cela en faisant venir des infirmières hautement qualifiées des Philippines, d'Indonésie, et ainsi de suite. En fin de compte, l'organisation qui s'y est le plus opposée était l'Association des infirmières, avec comme principal argument que l'afflux de plus d'infirmières ferait baisser les salaires de leurs membres, n'est-ce pas? Donc c'est très paradoxal. Mais ces syndicats, souvent, du moins dans le secteur de la santé, s'opposent aussi ici aux politiques visant à augmenter le nombre de travailleurs. Oui, et nous voyons cela également en Grande-Bretagne. Nous avons eu des grèves de jeunes médecins, etc. sur le même sujet, augmenter le nombre de médecins formés ou faire venir plus de médecins de l'étranger. Maintenant, on ne peut pas ignorer ce point, car bien sûr, lorsque vous augmentez l'offre de main-d'œuvre de l'étranger, vous déprimez les salaires locaux, quel que soit le secteur. C'est presque une loi de l'économie. Mais le problème est que les médecins sont surmenés, au point où le système leur permet, les encourage et en fait les pousse à travailler jusqu'à l'épuisement. Et ce n'est tout simplement pas un système équitable. L'autre point à souligner est que tous les pays de l'OCDE se disputent ce pool limité de médecins qu'ils souhaitent attirer du tiers-monde, ce qui privera alors ces régions d'une offre médicale adéquate. Donc, cela ne rend pas vraiment service au monde. Non, non, ce n'est pas le cas. Et l'Europe en est un merveilleux exemple, vous savez. Et la Suisse se trouve en fait au sommet de cela, n'est-ce pas? La Suisse a une pénurie de personnel médical et elle recrute des médecins et des infirmières d'Allemagne. La pénurie en Allemagne est ensuite comblée par des Polonais et la pénurie en Pologne est comblée par des Ukrainiens. Et l'Ukraine est, eh bien, elle est maintenant dans une situation de guerre horrible. Je veux dire, ce sont toujours les pays au niveau de revenus le plus bas qui subissent un fardeau encore plus disproportionné. Mais cela est hors sujet, car le point est que, même au sein des pays du Nord global, et ainsi de suite, vous trouvez parfois ces dynamiques où le processus politique pourrait vouloir remédier à une mauvaise situation, mais ce peuvent être les personnes mêmes prises dans cette situation
qui s'y opposent pour différentes raisons. Et ainsi, vous obtenez une impasse politique. Et il semble que la Corée soit dans une situation quelque peu similaire avec les médecins. Oui. Oui, je pense que oui. Il n'y a pas de réponse facile ici. Tout le processus politique semble très acrimonieux, même avant la déclaration de la loi martiale. Et donc il est difficile de voir une bonne solution émerger ici. Mais pour être honnête, les personnes pour lesquelles j'ai de la peine ici sont les médecins et les infirmières qui sont simplement épuisés par ce système. Et c'est le problème qui doit être résolu. Donc, je pense que nous conclurons cette histoire sur cette note. Il y a eu un vote de destitution contre lui qui a échoué. Il a réussi à rassembler suffisamment de soutien de son propre parti, malgré sa tentative d'arrêter leur leader, pour survivre au vote de destitution. Et apparemment, le parti a obtenu de lui la promesse qu'il démissionnera à un moment donné. Certains de ses opposants affirment encore qu'il essaiera à nouveau la loi martiale, car c'est le seul moyen pour lui de survivre. Mais même s'il le faisait, il échouerait sûrement. Le ministre de la Défense a également démissionné. Je ne sais pas si nous l'avons déjà mentionné. Le ministre de la Défense est en fait allé à la même école que le président. C'est pourquoi on les appelle la faction Cheongan. Après le lycée, ils ont tous deux purgé une peine. C'est juste un autre exemple de l'importance de ces liens personnels étroits en politique. Il a démissionné et a été arrêté pour des accusations de corruption. Mais il semble que le parti essaie de le prendre comme bouc émissaire. Je ne pense pas qu'ils réussiront. Oui, je pense que c'est tout pour aujourd'hui pour notre couverture. As-tu quelque chose à ajouter pour conclure, Pascal? Do you have anything to add just to conclude that, Pascal? Well, nothing of substance at this point. Eh bien, rien de substantiel à ce stade. C'est juste que c'est un autre exemple de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner, même dans des endroits relativement calmes. Et vous savez, quand nous parlons de la Corée du Nord et du Sud, nous nous inquiétons généralement de la situation sécuritaire. Mais aussi en interne, même dans le Nord global. Je veux dire, la Corée du Sud, avec le Japon, fait partie du club occidental du monde, n'est-ce pas? Peut-être que c'est l'un de ces signes que localement, les choses ne sont pas aussi stables qu'elles en ont l'air. Et le processus politique aussi. Si nous regardons l'opposition à certaines élites enracinées en Europe, comme ce qui se passe avec le vote en Roumanie, et ainsi de suite, il y a beaucoup de problèmes qui mijotent sous le couvercle. Je pense que les dirigeants des partis habitués à gouverner le Nord global deviennent nerveux de ne pas avoir autant de soutien qu'avant. Donc je m'attendrai à ce que cela se reproduise dans un avenir proche, surtout au sein de l'UPFM. Eh bien, je veux dire, j'espère que vous vous trompez, surtout en ce qui concerne la loi martiale. Peut-être pas aussi dramatique que la loi martiale, mais au moins ils deviennent nerveux. Je veux dire encore une fois, en Roumanie, nous venons d'avoir une élection présidentielle annulée. C'est une mesure assez sévère, non? Et ce n'est pas un signe de cohésion et de force interne, tout comme déclarer la loi martiale ne l'est pas. Je pense qu'il y a certainement des fissures dans ce genre de... Comment Blinken l'a-t-il appelé plus tôt dans cet épisode? Cette famille occidentale heureuse ou quelque chose comme ça. Mais oui, ce sont certainement des temps intéressants dans lesquels nous vivons. Et sur cette note, merci de nous avoir regardés et écoutés, et faites-nous part de vos commentaires et de ce que vous aimeriez que nous abordions dans de futurs épisodes. Quelle partie du monde pensez-vous être sous-représentée par YouTube et tous les autres podcasts que vous écoutez et que vous aimeriez que nous examinions? Et merci beaucoup. Merci, John.